Bonjour Evra. Bonjour Karl, Bonjour, en tout cas, merci de répondre présent au podcast JTalk. au plaisir, merci d'être venu jusqu'au chez moi. En tout cas, là, ça allait faire 5 mois qu'on s'était dit qu'on allait parler podcast. Oui, oui, Et oui, ça tu fait me pas de commandais. temps, en tout cas. Oui, oui, c'est ça. Franchement, merci beaucoup. Donc, Oui, c'est le podcast JTalk où on parle tech, business, mindset oui, pour vraiment créer un vrai impact. oui. Et aujourd'hui, du coup, on t'accueille, entrepreneur franco-burundais qui construit la transition énergétique en Afrique et en fédérant aussi la diaspora. Mhm. De la première station de recharge 100% solaire du Burundi, Oui, au projet solaire Fumbatam à Zanzibar, c'est ça, oui, c'est ça. en passant par la création du business de Burundi Business Club France et d'autres projets qui font partie de Growth Energy. Donc C'est le cela, groupe plutôt, oui. ah, vous voyez tout le groupe. Ok. Le groupe, ouais. Mhm. Donc on va déjà commencer par me raconter ton enfance au Burundi, euh, la jeunesse, disons. Allez, mais comme je dis toujours, moi j'ai eu une enfance très. Déjà, premièrement, merci pour d'être venu. Donc, je sois chez moi. Donc, comme on se disait tout à l'heure, donc mieux vaut tard que jamais. Donc, ça finit par se C'est vrai. faire. Concernant en fait moi, donc moi je suis né, je suis né et grandi donc au Burundi, donc à Rohero, et puis on a déménagé dans le quartier de Kinindo. Et donc de Kinindo, donc ça fait maintenant plus de 39 ans qu'on y habite. Ok. Voilà, donc j'ai grandi comme tout le monde, donc dans une famille plutôt modeste, donc au Burundi, avec donc les parents, donc j'ai toujours les deux parents et avec une fratrie de 5 enfants. Ok. Donc avec des sœurs, donc je suis le fils aîné. Ok. Et puis aujourd'hui, donc bon, j'ai étudié donc l'école primaire puis secondaire au Burundi jusqu'à avoir mon bac. Et c'est après que j'ai eu mon bac que j'ai quitté donc le Burundi pour faire des études à l'étranger. Ça fait donc j'ai quitté le Burundi à mes 18 ans, à 19 ans, D'accord. et j'ai 41 ans. Ça va faire 20 ans, disons plus ou moins 20 ans que c'est ici. Ouais, ça a plus 21 ans. Voilà. 21 ans. Donc, le temps que j'ai passé à l'étranger n'était pas celui que j'ai vécu au Au Burundi. Burundi, là, c'est-à-dire que tu es beaucoup plus français que Oh, burundais. voilà, là, non. Ça serait vraiment ne pas, j'aime pas ce principe de base. Et c'est vrai que j'ai eu la nationalité française, je suis devenu français après. J'étais d'abord burundais et je suis burundais, donc de naissance. C'est vrai que sur les 21 ans, non, j'ai pas tous vécu en France, mais quand même, une bonne partie en France et les autres dans votre pays, là où j'ai fait l'université. Base, oui, justement, donc je suis les deux. Je parle la langue nationale. Oui. Je suis très attaché donc au Burundi, tout comme je suis attaché à la France également. Donc, Ok. ouais. Du coup, bon, tu arrives en France, tu fais tes études en quel... Ah non, alors je peux arriver en France, j'ai d'abord fait l'Algérie. Ok, t'as fait d'abord l'Algérie. En Algérie, j'avais une bourse d'études, donc des études en instance économique. Ok. Et puis pendant 4 ans, et je suis parti en Tunisie, donc une année, Ok. là où j'ai vécu une année. Donc je faisais l'université de Bordeaux, mais j'avais fait c'était un choix personnel d'être basé à Tunis à l'époque. Et puis après donc je suis parti à Bordeaux, donc pour finir donc le master. Voilà, et là c'était en 2010. Donc 2010-2011 que Ok. je finissais donc et depuis 2011, oui, justement, 2010-2011, donc je suis en France. Et tu commences dans la banque et les assurances, c'est ça? Ouais. Juste après tes études. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je commence en banque Oui. et puis en assurance et puis en cabinet de conseil. Mhm. Tout ça combiné dans un intervalle de 8 ans, je Ok. pense. Oui, 7-8 ans. Et puis, j'ai monté ma boîte, donc en 2019. Et quel a été le déclic pour passer de CDI dans la finance où l'argent coule? Oh, où l'argent coule, là, c'est un gros confort. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Du coup, j'ai eu un déclic. Ceux qui me connaissent un peu avant, hein, quand j'ai commencé déjà à travailler, comme je travaillais dans les risques entreprises, hein, je voyais ce que c'est les risques entreprises. Donc, j'avais juré que je montrais ma boîte, surtout pas en France. Ok. Surtout pas en France. Mais en fait, c'était que pour moi, dans moi, je pense que j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu ce gène entrepreneurial, Ok. mais que peut-être que je refoulais quelque part, que je voulais pas accepter, parce que je voyais les risques quand j'accompagnais les entreprises, surtout les dernières années où j'étais dans le conseil. Oui. Pendant ces dernières années où j'étais dans le conseil, j'ai vu les risques et en même temps, j'ai vu les opportunités. Ok. Parce que le déclic a eu lieu quand j'accompagnais pour le cabinet de conseil pour lequel je travaillais un client français, ce qu'on appelle un PME. Oui. Les PME ici, donc, c'est des entreprises qui sont entre 150 millions de chiffre d'affaires à Oui. l'année Mhm. et qui faisaient de l'export. Donc, ils faisaient le manufacturing, ils fabriquaient des choses ici et puis ils les exportaient en Afrique, D'accord. officiellement en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, du coup, il y avait un dossier qui était un peu complexe. Donc, j'ai quand même
mais on l'a aidé pendant plus de 3, 4, 6 mois. Donc, OK. on s'en est sorti. Oui. Et j'ai trouvé qu'il y avait des possibilités parce qu'en fait, le CEO de l'époque de Télérange Côte d'Ivoire, qui était un Ivoirien, m'a dit, écoute, je peux présenter des gens qui peuvent, si tu peux nous aider, etc. J'ai essayé de vendre l'idée à ma boîte. Ils m'ont dit, non, en fait, il faudrait que le client soit français pour que Mmh. nous puissions aller en Afrique. Pendant 15 ans, on n'accompagne mais pas les Africains pour venir. Donc, c'était pas dans les bases, ce que je Ah. comprends. Là, je me suis dit, tiens, il y a des possibilités. Donc, j'ai regardé un peu Burundi, les gens, les contacts que j'avais. Écoute, c'est donc j'ai commencé ça. C'est pour ça que le nom, on n'était pas sur le groupe avant. On s'appelait donc Growth Supply. Enfin, non, que j'avais monté comme ça. Et Growth Supply, ça veut dire c'est distribution de la croissance. Donc, j'ai aidé OK. les entreprises à aller vers leur croissance. D'accord. Voilà. C'est vraiment la première entreprise que tu venais de créer? C'est toujours la même. J'ai juste changé de nom, mais puis après, donc on s'est vraiment allé focaliser sur l'énergie, en faisant d'abord tout ce qui est procurement, donc les fournitures, mais après donc on est parti dedans, donc dans la fabrication. Maintenant aujourd'hui, Solio Group, donc c'est-à-dire Solio c'est CS solaire et Lio technologie. Ça a été vraiment beaucoup pensé. Donc nous sommes impliqués dans la transition énergétique, donc grâce au solaire, je vous le dirai après, donc et puis transition énergétique et transformation digitale. Digital. Donc IO c'est technologie. Donc Solio, IO, donc Solio Group. Mmh. Donc nous avons donc des filiales appliqué dans la transition énergétique, donc Growth Energy, donc qui fait le développement, le financement et le déploiement des centrales solaires pour les industriels. On a donc MFG Technologies qui est au Canada, qui fait l'implémentation des solutions d'aide à la décision et développement des solutions pour l'énergie également, tout ce qui est Energy Management Application. Mmh. Et puis après, donc la mobilité électrique, tout récemment, donc une filiale, donc GM Mobility, qui est spécialisée dans la conception des infrastructures de recharge pour la mobilité électrique. Tout ça, Ça uniquement au Burundi ou partout en Afrique? au Burundi et à Zanzibar. OK. Ouais, ouais, ouais. Là, Et actuellement, c'est là où c'est présent, en c'est là où nous sommes pour le moment. Voilà. Donc, on ne s'éparpille pas beaucoup parce que même sur les autres, là où nous sommes, donc nous sommes basés donc à Paris pour les headquarters. Et puis après, donc la partie digitale au Canada avec MFD Technologies que nous essayons de mettre tout ce que nous faisons. OK. Voilà, pour le moment. Bon, avant d'entrer, beaucoup plus dans le vif des sujets sur les différents projets que vous faites, via les filiales, j'aimerais d'abord savoir quand tu as lancé, la première entreprise qui a aussi l'évolution de Solio Group maintenant, quels ont été tes plus gros échecs, au début? Alors, les échecs, alors comme ce sont moi enfin, c'est des leçons, quoi. J'aime bien dire ça. Les échecs, ça veut dire qu'en fait, tu fais quelque chose et puis derrière, tu changes de stratégie, et cetera. Pour moi, ce que j'ai appris donc par le passé, d'abord, c'est que quand donc on monte donc les affaires, donc on a toujours tendance à travailler avec les personnes qu'on connaît. Oui. Ça veut dire qu'on se ferme donc on se ferme l'ouverture donc au monde. Donc, on a évolué aujourd'hui. Si on regarde dans le COMEX, donc on est quand même beaucoup de personnes Oui. diversifiées. Au niveau du groupe, nous avons 14 nationalités. OK. Mais d'abord, donc, on travaille avec les gens qu'on connaît, mais pas forcément les gens à qui on la vision. Mmh. C'est vraiment quelque chose de très deep, hein, parce que moi, je peux t'apprécier aujourd'hui, Carl, je te dis, voilà, j'ai une affaire, donc je veux faire ça. Et toi, comme tu as quelque chose qui te dit en toi, je veux aussi faire quelque chose d'utile, mais on ne sait pas, on n'a pas regardé si on a la même vision. Donc, c'est déjà ça. Mmh. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de restructuration à l'interne, donc sur les gens avec lesquels on travaillait. Oui. Et puis après aussi, ça allait dans les recrutements aussi. OK. Donc voilà, donc pour c'est comme d'abord parce que derrière une entreprise, c'est quoi? C'est un produit, un service, c'est le personnel Oui. et aussi donc c'est le matériel, donc il y a derrière donc les moyens qui sont mis derrière pour pouvoir arriver. Donc c'est-à-dire que au niveau donc du personnel, c'est très important aussi, hein, de pouvoir avoir des recrutements qui pas d'être très loin de ses salariés, mais quand même d'avoir des recrutements qui vont aujourd'hui être comment on appelle, qui partagent la vision de l'entreprise aussi. Oui. Donc je dis pas qu'on y est on y est déjà arrivé, ce monde, mais quand même, j'ai aussi appris sur ça. Enfin, troisième point, tout ce que je disais, donc j'ai dit sur les partenaires des associés, des partenaires, les personnes avec qui on travaille ensemble, Oui. les salariés, et puis après, donc surtout sur le choix des marchés, sur D'accord. la maturité. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, à l'époque, on pouvait nous dire: «Oh, il y a une opportunité dans tel truc», je prenais l'avion, je pouvais partir pour voir.
Aujourd'hui, pour que je me déplace dans un pays où je ne suis pas, où il n'y a pas mes équipes, il Oui. faut vraiment le faire. Il faut que je sois convaincu. OK. Donc, tout le monde me dit, oui, il n'y a pas ça. Depuis qu'on a lancé en BT avec le Burundi, j'ai reçu des appels un peu partout, Afrique de l'Ouest. Et avec ce que j'ai appris, on est partout, on est nulle part. Du coup, ça aussi, le vouloir pouvoir grandir aussi rapidement, c'est aussi une leçon. Du coup, on se concentre aujourd'hui sur des pays, pour une technologie, quelque chose qu'on sait faire, et puis on essaie de développer. Ouais, c'est très niché. On se niche, ouais, de plus en plus. Oui, on évite de s'éparpiller parce que il y a eu des conséquences à ça, et puis donc, du coup, bah, c'est des leçons. Comment tu as construit ta crédibilité, quand tu t'es passé dans ce milieu, dans l'entrepreneuriat? Alors, construire la crédibilité, c'est autre chose. Enfin, c'est pas, tu la construis tous les jours. Il faut être fier dans ce que tu fais. Puis, C'est-à-dire que quand tu travailles par exemple pour, un conseil, tu as déjà la crédibilité de la boîte pour laquelle tu travailles. Donc tu as alors, en construit fait, il faut avoir la crédibilité des fournisseurs. OK. Il va y avoir la crédibilité des clients. Il y a les fournisseurs, donc il faut entretenir des relations de confiance. Je dis que c'est toujours pas facile, hein. C'est toujours pas, ça veut pas dire que tu peux être très correct à chaque fois. Tu essayes d'être correct. Parce que eux-mêmes, ils essaient aussi de faire pareil. Donc, d'être correct aussi. Donc, du coup, au niveau donc, des partenaires fournisseurs avec lesquels je travaille. Et puis après, derrière aussi, donc, il faut avoir donc une crédibilité surtout et surtout par rapport aux clients. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis, on se niche maintenant, parce qu'on essaie de faire quelque chose qui est quand même assez solide et qui est très bien. Oui. Donc, c'est-à-dire que le produit doit apparaître vraiment au niveau de l'excellence. Oui. C'est-à-dire, on doit vraiment faire en sorte que ce que nous délivrons soit de bonne qualité. Oui. Et ça continue toujours à fonctionner. Donc, du coup, la crédibilité pour moi, oui, quand tu travailles pour une boîte, tu ne prends pas, c'est la crédibilité, c'est pas pour toi, c'est la crédibilité de la boîte De la pour laquelle boîte. tu travailles. C'est vrai. Donc, du coup, quand tu montes ta boîte, c'est toi. Et ça, tu la construis tous les jours. Parce que plus tu grandis, plus il y a des combats, il y a des choses qui te décrédibilisent, il y a des choses, voilà. C'est pour ça que même, on n'y est jamais, pas dire qu'on y a même les grands groupes, quand je vois, plus tu es grand, ils ont ce qu'on appelle des services de communication de crise pour aller construire, pour sauver la crédibilité s'il y a quelque chose qui arrive. La crédibilité, il faut se détruire sur pas mal de choses. Problème avec un fournisseur, le problème avec le produit, surtout c'est ça qui a le problème avec le client. Du coup, tu peux tout construire et puis à bout de quelque chose, ça tombe. Tu me décrédibilises comme ça. Donc, je me dis que bah, tu n'es jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. C'est vrai. Tout se négocie à chaque fois et puis tout se revoit, se renégocie. Ah là là, comme on dit, la confiance, c'est très difficile de la construire, mais il faut juste un petit truc et derrière, tu l'as Alors, fait. je dirais plus, Ouais. c'est très difficile de la construire Oui. et de la maintenir. OK, de la Mais la maintenir aussi. Parce mmh. qu'en fait, si tu apprends, tu peux construire. Moi, je dis, j'ai construit ma crédibilité. Bon, bref, OK, je dis que je suis arrivé. Oui. Et puis, bim, les produits, je commence à vouloir gagner beaucoup d'argent, lever certaines matières premières sur les produits que je fais, Oui. je fournis. Le produit n'est plus bon. Et bim, la crédibilité est cassée. Donc, c'est la maintenance qui compte. C'est Oui. ça, en fait. Oui, c'est ça. Dans l'entrepreneuriat, c'est plus tu fais, tu restes dans la durée, plus tu es bon. Je pense que c'est ça qui est vraiment difficile quand tu entreprends. Essayer de maintenir cette crédibilité-là. Oui, oui, c'est ça. Solio Group, qui est ex, Growth Supply, comme tu me dis, c'est né comment? Et à quelle année? Bah, donc, c'est entre 2018, c'est né réellement entre 2017 et 2018. Réellement incorporé en 2019. Donc, l'anniversaire, donc, de naissance est l'année de 2019 et nous sommes aujourd'hui dans notre 8e année. Donc il y a 7e, donc, on va sortir notre 8e bilan. Et du coup, c'est quoi la vision globale du groupe aujourd'hui? Alors, Vous avez des filiales, c'est vrai, mais ouais, c'est quoi la vision globale? C'est quoi? c'est notre slogan. Accompagner, donc, en fait, les entreprises dans leur transition énergétique et transition digitale. D'accord. Aujourd'hui, la vision, c'est vraiment focalisé sur 2 corps d'activité, la transition énergétique et la transformation digitale. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, ce qui va en dehors de ce que nous faisons, non, on peut pas. Avant, on pouvait créer certains départements. Donc, quand j'étais à transition énergétique, c'est accompagner donc les industriels, Oui. nous faisons donc dans le développement de leurs solutions donc de production d'énergie. OK. Et puis après, sur la partie digitale aussi, c'est aussi accompagner les entreprises dans l'aide à les décisions. Donc, c'est les deux. Mmh. Et puis sur la transition énergétique et la mobilité aussi. Alors, sur la mobilité, c'est très niché aussi chez nous. On ne vend pas le véhicule, les véhicules électriques. C'est vrai on a tellement de demandes. Oui. On ne vend pas de fait à la conception des infrastructures de recharge. Par contre, on encourage la mobilité électrique sur pas mal de choses. Et si, voilà. Donc, on encourage la mobilité. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il y ait des gens qui soient financés pour avoir des véhicules électriques, les bus, on y travaille. Et nous, notre corps de métier, c'est de produire de l'énergie et de vendre, soit dans les industriels, soit
dans la mobilité électrique. Sont dans la mobilité électrique. Comment s'articulent les 10 banques? Il y a Solio Group, il y a Growth Energy, il y a GM e-Mobility. Vous êtes présent là actuellement au Burundi, Zanzibar, Nigeria, Tanzanie et Kenya, c'est ça? Oui, on a une présence en France, donc, comme la holding française, là où vous êtes ici, dans Oui, nos oui. bureaux, vous êtes dans notre headquarter ici. Headquarter ici. Donc, on a la France et puis depuis la France, on a le Canada, Transition énergétique, notre filiale, donc, MFG Technologies. D'accord. Et puis, on a donc en Afrique, donc c'est centralisé à Nairobi pour tout ce qui est le headquarter Afrique, c'est Nairobi. D'accord. Donc, tous les projets que nous avons donc en Afrique, y compris au Burundi, en Tanzanie, Zanzibar et au Nigeria, c'est centralisé à Nairobi. Ah. Un pays d'Europe qui est la France et un pays d'Amérique du Nord qui est le Canada. Le Canada. Et bon, si c'est pas indiscret, c'est quoi les chiffres d'affaires estimatifs que vous faites à l'année, disons? Nous ne sommes pas très grands. Ce que nous faisons, France seulement, c'est en consolidé, dans les 2 millions et quelques. Et aujourd'hui, donc, l'objectif consolidé, elle est dans les 8 millions. Donc, si on consolide sous les activités, ça consolidé fin de cette année. Et bon, vous comptez le nombre de boîtes qui est là-dedans, c'est pas aussi, C'est pas aussi, bah, ça va. C'est pas petit, mais c'est pas grand non plus. c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup, je crois. Ça dépend de qui regarde. C'est vrai. Growth Energy, c'est la filiale dédiée à l'énergie. Quels sont vos principaux axes de développement là actuellement? Sur le acte de développement, sur Growth Energy, et le développement, c'est la conception. On développe, ça, on va chercher des affaires, donc ce Oui. qu'on appelle des C&I projects. Charm and Energy. Notre cible, c'est les industriels que nous allons accompagner pour produire leur propre énergie. En gros, c'est quoi? Nous allons chercher des industriels qui ont des problèmes de délestage dans les pays en Afrique. Il y en a beaucoup. C'est pas seulement au Burundi, il y en a beaucoup partout. Et nous allons les accompagner dans leur processus de transition énergétique. Ok. Par exemple, pour concevoir une centrale solaire d'un mégawatt, c'est facile, $1 million. Donc, $1 million, si on demande à l'entreprise de les payer cash, c'est quand même beaucoup de trésorerie. Ce que nous faisons, nous regardons nos business case, leur solvabilité par rapport à leur taille, etc. Oui. On va aller chercher du financement pour qu'ils puissent avoir donc un financement qui couvre donc le capex d'$1 million pour l'installation de cette centrale solaire. D'accord. Nous l'installons et puis après donc ils payent sur plusieurs années, entre 7 ans jusqu'à 20 ans. Voilà. Et donc nous ne travaillons pas avec notre argent. Je le dis tout de Ouais, suite. c'est la Que les gens, question. je voyais venir, hein, j'allais venir, parce qu'il y a tellement de confusion. Ouais. Et tout. Donc, on va aller prendre donc les clients, on regarde le potentiel, etc. Oui. On a des partenaires, comme je disais, des partenaires financiers qui nous font confiance. Ça doit être entre autres donc des banques qui lèvent donc sur des green bonds, fonds d'investissement, ce qu'on appelle des DFIs. Du coup, en fonction du client, de son pays, Oui. donc d'abord du client, de son secteur d'activité du pays, Oui. on peut savoir si peut-être fonds d'investissement, DFIs DeFi, cette banque peut être intéressée. Et puis après, donc, nous, on va lever de la dette. Ok. Quelquefois, très rarement, de la dette plus de l'equity. Donc, on va lever de la dette, on constitue ce qu'on appelle un SPV qui va être financé et puis détenir les actifs de l'industrie, donc le client, Ok. jusqu'à ce que le client finisse par payer. Pour expliquer plus clairement, quand on va faire donc une centrale solaire, la centrale solaire est au bénéfice et sur le terrain du client. Il va entrer profit, mais ne lui appartient pas définitivement parce que c'est comme du leasing jusqu'à ce qu'il finisse de payer. J'ai payé. Voilà. Et puis, quand il finit de payer, on ferme la SPV. Et quand la SPV est fermée, donc les actifs retournent. Donc, soit ce sont des propriétés de l'entreprise qui a été financée, puis on fait autre chose. Ah, c'est l'entreprise cliente, en gros, qui va payer, qu'on va payer, si je comprends bien. Oui. Mais oui, bien sûr, c'est pas gratuit. Donc, c'est un client qui va payer pendant le temps de financement. C'est comme du leasing. Mhm. Quand il finit de payer, l'actif lui appartient concrètement. Sinon, pendant l'entretemps, il est détenu par une SPV qui est une propriété des fonds d'investissement, de banques qui ont financé. Ok, ça se comprend. Maintenant, raconte-nous l'histoire de l'histoire complète de la première station de recharge 100% solaire qui est maintenant installée à Bujumbura. Bah oui, j'ai l'impression que je suis devenu une célébrité à cause de ça. Franchement, maintenant, c'est visible de partout. Bah, justement, c'est bien quand même, c'est bien. On est quand même content de ce projet. Donc, au niveau de base, ceci, on développe, mais en fait, on est aussi surpris, étonné parce que la visibilité que ça nous a donné avec d'autres projets qu'on a fait plus grands, et d'ailleurs, Oui. mais avec ça, c'est pas petit, mais c'est comme ça impactant. Oui. Donc, l'histoire, en fait, est née, en fait, c'est tellement bizarre, parce que c'est né comment? En fait, il y a des projets que je sens développer, donc, sur le Burundi, mais qui sont très loin. Très, très longs, complexes à financer, des off-takers qui sont, des garanties qui sont pas aussi données, etc., Oui. chères. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis en train de développer ces projets-là. Donc, je vais beaucoup au Burundi. Quand je vais au Burundi, bah, écoute, moi, je loue un véhicule, bah, c'est compliqué d'avoir un carburant. Et j'ai dit, à la société qui me louait le véhicule, j'ai dit, écoutez, tu fais tout, mais
je vais pas savoir impliquer dans ces histoires. Ouais, ouais. Vraiment, c'est aller chercher le carburant, mais je veux un véhicule avec carburant, c'est tout. Donc, moi, je paie la facture et puis je pars. J'ai fait ça plusieurs années. Oui. Et puis, je me dis, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on ne bouge pas vers la mobilité électrique? Donc, Mhm. j'ai commencé à regarder. Et quand j'ai commencé à regarder, j'ai vu qu'au Burundi, il y avait beaucoup de choses à faire avant. En fait, les gens, ils ont vu la station, ils ont pensé, mais je pense qu'ils en pensent encore, mais ça s'est pas fait automatiquement. Parce que Mhm. j'ai dit, il fallait venir, tu ramènes une infrastructure qui coûte cher, hein, l'infrastructure coûte cher. Mhm. Et derrière, donc tu n'as pas l'énergie, donc il faut produire, donc c'est des coûts de plus. Et puis, bah, il y a plein de personnes qui ont des véhicules électriques au Burundi. C'est vrai. Eh ben, ah tiens, il y a pas de réglementation aussi. La réglementation qui favorise la mobilité électrique. Donc, du coup, je me suis d'abord attaqué à un point, un dossier par dossier. C'est-à-dire, d'abord, j'ai été voir qu'est-ce qu'au niveau de la réglementation, ça pouvait donner. Au niveau du Burundi, j'ai vu qu'il y avait des lois, mais en cours d'études, etc. Donc, j'ai quand même produit des documents, j'ai essayé de taper à plusieurs portes pour leur dire, vous avez intérêt à exonérer les véhicules électriques parce que si vous les exonérez, en fait, regardez, vous perdez. L'argent que vous ne gagnez pas sur vous n'avez pas gagné sur taxe d'entrée des véhicules. Si les véhicules viennent nombreux, en fait, on va économiser sur les devises pour sortir, pour aller acheter le carburant. Et puis, l'économie va tourner surtout quand il y a la mobilité, il y a l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des petits business, on a la C'est vrai, société, gauche à etc. droite. Ces business-là, il faudra aller chercher de la TVA. Ouais. Et puis, nous qui vont vendre l'énergie aussi, vous allez nous taxer de la TVA. Donc, du coup, en fait, on a plus à gagner À gagner que, à gagner en exonérant en faisant donc en exonérant ces véhicules pour encourager la mobilité électrique que de ne pas le faire. Puis en peu de temps, mais bon, écoutez, que c'était bon, je vais pas non plus m'attribuer tout. C'était déjà en cours d'études. Ça a été boosté quand même. Ça a été boosté par boosté. quelque J'essaie de chose, non? voir pas mal de gens. À l'époque, il y avait beaucoup de personnes que j'ai essayé de voir quand même qui aujourd'hui on soutenait quand même beaucoup sur le projet. Oui. Donc du coup, ça a été négocié. Quand j'ai vu que le Sénat, le Parlement allait voter ça, j'ai dit, ah zut, j'ai regardé, j'ai demandé au Burundi, parce que ça fait 21 ans que je ne vais pas au Burundi. Oui. Donc, je demande alors, combien vous achetez vos véhicules? Ah, encore un problème, parce qu'ils achètent des véhicules d'occasion, chinois, pas chinois, japonais, mais moins cher. Alors, il faut leur aller les convaincre. Oui. Comment? Quand vous achetez un véhicule électrique, il faut acheter du véhicule neuf. Et puis, pourquoi? Parce que c'est la durée de la batterie. Derrière, vous allez quand même économiser sur les coûts d'entretien. Et puis, donc, derrière, vous allez économiser sur le coût du pétrole. C'est pas le même. C'était quelque chose qui n'est pas passé aussi facilement. Par contre, moi, j'ai eu à avoir des gens qui faisaient les taxis, qui ont tout de suite adopté, bah, parce que j'ai le client que nous avons aujourd'hui qui s'appelle Wassili, qui est une application comme Uber au Ouais. Burundi. Il a tout de suite compris. Il a dit, en fait, il faut nous accompagner pour avoir ces véhicules. Parce que Mhm. bah, c'est nous, c'est l'avenir. Moi, j'emploie des femmes et des hommes, etc. Mais j'ai du mal à avoir de carburant. J'ai du mal à avoir de carburant. C'est donc, du coup, ce que j'ai fait, on est parti faire sur ce modèle-là. Donc, on a été rechercher des banques d'abord au local, aller encore toquer sur les banques. Je vous amène du business. Financer des véhicules électriques. Il y en a qui m'ont vu comme, laisse tomber. Mais c'est quoi les véhicules électriques? C'est Ouais. quoi le risque? C'est quoi le leasing? C'est quoi, alors, Il y en a qui ne savaient pas même pas encore, il faut dire qu'au Burundi, au niveau des banques, on est quand même, c'est pas tous les banques, hein. Quand même, il y a pas beaucoup de challenges. Quoi, l'innovation n'y était pas. Donc, du quand même, on a eu une banque qui a fait le choix de dire, écoutez, moi, ça m'intéresse et je vais passer à l'acte. Mais à une condition que je trouve un concessionnaire. Donc, on avait un concessionnaire. Quand là, le seul, Yannick qui était là. Donc, parce qu'ils disent, nous finançons, mais il faut qu'on ait un concessionnaire et que pas n'importe lequel, un concessionnaire qui a des moyens de ramener des véhicules Ok. à son argent, puis que il soit non, quand quelqu'un va acheter, il va acheter jusque-là. Donc, du coup, il va acheter une fois que le véhicule est là. Donc, il fallait, donc voilà. Donc, du coup, quand j'ai vu que ça c'était possible, donc ils ont commencé à faire la pub, j'ai vu qu'ils ont fait les lancements. Et entre-temps, moi, j'avais commencé aussi à regarder sur la mobilité, sur le financement donc de la station électrique. Moi, j'ai été bien accompagné parce que bah, je travaille avec une banque qui était quand même assez compréhensible, donc pour Burundi. Et puis après, donc aussi des autres fonds qui m'accompagnent de l'extérieur. Il y a pas c'était pas le sujet le plus. Ah, quand même, pour Burundi, je réfléchis, je me rappelle que ça n'avait pas passé. À la première réflexion faite, ça n'avait pas passé. Donc, du coup, quand même, on a dû embrayer et faire. Exactement. Ouais. Oui. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, ce qui a été fait, donc on a fait donc la station. Nous, on a commencé à choisir l'endroit, etc. Et puis, les gens, ils ont commencé à voir ce que c'est 3 mois avant que la station sorte. Parce qu'il y avait toute une coulisse d'un an et demi qui a été fait. Effectivement. Et une fois qu'on a lancé, donc on a pu lancer au mois de mars.
Donc, il y a quelques mois. C'est vraiment Là, un succès actuellement. ça- Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment un succès aujourd'hui. Donc, pour l'instant, donc, ouais, donc ça fait 2 mois que vous avez lancé la station et quand vous avez rencontré pas mal de défis hein, depuis, non? Enfin, depuis aujourd'hui, Ouais, depuis aujourd'hui. depuis que la station fonctionne. Que la station. Alors, donc, il y a des défis. Alors, c'est que plus de succès parce que les gens sont maintenant commence, j'ai vu, il y a beaucoup de véhicules qui arrivent déjà, ce qui est une bonne chose. Donc, il va falloir qu'on agrandisse rapidement. Et puis après, les autres défis, là, maintenant, même hier, on m'avait dit, m'a dit que il y avait la station qui, en fait, on a des appareils intelligents qui se mettent en sécurité, mais D'accord. on n'est pas connecté au réseau. Mais quand même, on alimente, par exemple, le petit alimentation qui est à côté, les gens. Et des fois, avec le réseau de la Régie des eaux, quand ça vient fort, donc du coup, ces appareils se mettent en sécurité. Donc la station Ça, c'était mais c'est des mesures de sécurité, c'est pas que la station est en panne, mais en fait aussi, donc il nous faut du le personnel est très nouveau, très nouveau. On a recruté un personnel qui connaît, ils connaissent pas très ici familier avec les. ouais, c'est et même quand ils demandent de l'aide, c'est un peu quand même complexe, hein. Ok. Là, du coup, à chaque fois, j'entends qu'il y a une panne, je retiens mon cœur. On garde pas le téléphone pendant 2 heures en espérant qu'ils trouvent la solution. Que Ouais. toujours, il faut encore redémarrer, reprendre choses, voilà, dire au système, parce que le système doit avoir un peu de temps pour être sûr que ce n'est pas de mauvaises tensions, etc. Enfin, bref. Ouais. Donc, du coup, il y a des petites C'est quand choses même comme des, ça. des défis quand même que vous rencontrez. Parce qu'il y a toujours des choses comme ça. C'est vrai. Mais sinon, oui, ça, c'est le petit défi technique, mais qui se résout de plus en plus. Mais aujourd'hui, le plus défi, c'est un challenge, c'est de faire comment est-ce que ça aille plus rapidement. Parce que les personnes qui m'ont chargé à Bujumbura voudront montrer à Gitega, Ngozi et tout ça. Hein. Donc, Donc, vous prévoyez quand même de vous expandre. on est en train de travailler sur ça. D'accord. Ouais. Et c'est combien donc, le coût du projet, Alors, le coût du projet rendu à Bujumbura sur un capex total 600 000 $. Hein. 600 000 dollars. Oui, oui, 600 000 $ américains. En euros, on écoute 500 000. Et c'est un coût parce que, en fait, on est 100% off-grid, donc on n'a pas d'origine des eaux. Il y a eu beaucoup de, bon, c'est une petite centrale de 120 kWh, oui, avec une grosse batterie, tout ça, et ça réenchérisse avec les transports, les constructions locales, le COSE, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses donc, on espère qu'on pourra retrouver le retour sur l'investissement avec l'adoption de plupart de la mobilité électrique par les Burundais. On l'espère en tout cas. Et combien donc la capacité actuelle là actuellement, c'est genre par jour, c'est combien de véhicules que vous pouvez accueillir Alors, à la station? on peut aller jusqu'à 50, mais aujourd'hui, on n'était pas 50. On accueille quand même une bonne vingtaine. Parce que des fois, ils se baignent en même temps. Ça aussi, c'est un défi. Donc, on a mis des tarifs spéciaux pour... enfin, il y en a qui viennent, qui chargent, là, c'est 2500 francs, donc ça, c'est rien. Et il n'y a pas d'effort. Ceux qui vont faire le prépaiement, ils ont une très bonne réduction. Mais aussi, on encourage les gens à prépayer. Pourquoi? Parce que on va voir, ça va leur coûter moins cher, first of all. D'accord. Et préparer avec quoi exactement? Avec l'application dont ils viennent, station, puis ils ont un compte digitalisé. En gros, quand tu prépayes, ça veut dire tu vas acheter des forfaits. Tu vas acheter un forfait valable sur 30 jours de 250 kWh, 500 kWh, 100 kWh en fonction de ta voiture ou de tes véhicules. Ok. Et que tu te dis, voilà, moi, ça, j'estime que je vais la consommer pendant un mois. Quand tu payes ça, donc le prix quitte 2500 francs le kilowattheure à 1800. À 1800. Donc, il faut voir que le litre de carburant, s'il est disponible, il est à 4000. S'il n'est pas disponible, je ne sais pas le prix. Donc, voilà. Donc, on peut quand même sur ça. Donc, ça fait que c'est énormément intéressant. Alors, pour eux, alors pour nous aussi, c'est intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que nous allons savoir à l'avance les personnes, nos clients, en fait. Et comme ça nous permet, en fait, parce que c'est pas comme le sens où tu vas charger dans 30 minutes, enfin, dans 2 minutes. Et le minimum, c'est 30 minutes. Du coup, il va falloir organiser tout ça, tout dire, voilà, vous pouvez venir vous à telle heure et vous êtes priorisé. Donc, vous êtes un abonné. Ça nous permet, et comme ça fait la fluidité. Parce que il a fallu qu'on invente pour pouvoir gêner le flux. Oui. Et puis, encourager les gens surtout à venir pendant qu'il est le jour, pour ne pas venir plomber la batterie. Et c'est quoi le retour des utilisateurs? Ah, ils sont très contents. Ils sont très contents. Si tu peux nous donner 2, 3 retours que tu as Je suis collectés. pas dans d'écouter que je suis à Paris, j'ai des équipes là-bas. Moi, je suis derrière les écrans, je suis dans le réel aussi, mais je vois le fonctionnement à distance via donc l'application donc qui génère. Ils sont hyper contents parce que ça les change. Par exemple, on a des retours très positifs pour ceux qui utilisent les taxis aujourd'hui. C'est Il y a vrai. des petits taxis, des taxis qui sont nés énormément. Donc, on a beaucoup de taxis. Il y a beaucoup de taxis électriques Écrit. maintenant. Donc, Thomas, enfin, je dis ça en rigolant, mais il y a des diaspora qui adorent se plaindre aussi. Elle va au Burundi maintenant, ils pourront quand même prendre des taxis électriques. Ah, On louait des véhicules électriques.
Oui, via la Sky. Non, 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 Ouais. c'est via Wesley. En C'est vrai, général, ouais, c'est oui, oui, via Wesley, oui, oui, des quelques véhicules qui mettent à disposition. d'accord, ok, ça c'est vraiment très intéressant en tout cas. Mhm. Et c'est quoi les émotions que tu as ressenties lorsque tu as fait l'inauguration de... Comme je me dis, c'est un projet Ah oui, qui a duré 3 ans, c'est ça? C'est ce qui m'a... 2 ans, ouais, 2 ans, oui. 2 ans. Donc c'est Ouais, un grand travail. ouais, j'étais Qui content. était top. J'étais vraiment, euh, qu'est-ce que j'ai fait le jour-là? Je pense que j'ai quand même réalisé, parce que je regardais comme j'ai des vidéos sur le téléphone, des préparatifs. Ce jour-là, je dis, enfin, ça va vraiment. Ouais. Bah, j'étais à Paris, j'étais supposé, ma femme était supposée me rejoindre, ma fille et ma femme, mais Oui. qui participent à tous mes projets, hein. Et c'est eux les vrais associés, parce que c'est eux qui subissent tout, mon absence d'humeur et tout ça. Donc, du coup, je pense que j'ai pris avec quelques amis que j'ai quand même, que j'ai reconnu des amis qui m'ont beaucoup supporté, enfin, aidé, directement et indirectement, quand même, entendre les appeler, vraiment. L'émotion, parce que je disais, on va faire quelque chose d'impact. Donc, toute personne quand même qui m'a été de près ou de loin, euh, il va se retrouver. Parce que je me dis, c'est pas des actionnaires, c'est pas du tout des actionnaires, mais Oui. c'est des gens quand même qui, d'une façon ou d'une autre, parce que c'est pas évident, hein, faire un projet comme ça au Burundi, importer, faire les choses que ça arrive, Ouais. les garanties, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup. C'est énormément. Là, je détaille pas sur le résumé, mais c'est beaucoup de choses. Donc, j'ai eu quand même ce sentiment c'est pas d'accomplissement seulement, mais en fait d'impact réalisé. Fallait voir parce qu'on avait le jour de lancement, on avait quand même ouvert quelques jours avant. J'étais tout le temps à la station et je Ouais, regardais, j'imagine. ils me disaient: «Mais c'est quoi?» Je dis: «Ça charge». Ils me regardaient parce que quand tu mets la borne, Oui, ça fait ça fait rapide, rapide c'est et une tout. Donc, technologie, c'est tout nouveau pour le ouais. Burundi. Ah non, c'était très, 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 très émouvant. J'étais vraiment très content ce jour-là. J'étais très content et j'en reste quand même, aussi reconnaissant d'Arlene, de Dieu qui m'a permis vraiment de pouvoir arriver là et surtout, de l'impact que ça fait. Ça change la vie des gens. En dehors de l'argent, ça, mais quand tu vois des gens qui font des queues aujourd'hui, qui disent: «Mais qu'importe». Les véhicules électriques, moi, j'ai des clients, enfin, à la station, qui sont des grands patrons. Enfin, les véhicules électriques, c'est pas les plus gros, c'est pas les C'est VX pas des VX, ouais. de Burundi. Bon, ben, mais donc eux, ils sont tellement contents d'acheter des BYD, Oui. des SUV BYD, ils se disent: «Mais qu'importe ces VX, on a mis à côté parce que là, on peut se déplacer. Là, on peut aller où on veut. Ouais. On peut aller à Gitega, faire d'aller-retour avec 500-600 kilomètres d'autonomie. Ça change la vie des gens. À commencer par ces personnes-là qu'on dit au Burundi que c'est des boss, mais Mmh. jusqu'aux gens, voilà, une personne en fait qui voulait juste faire gagner sa vie, qui est un taxi, voilà, qui arrive à se faire financer, avoir donc son petit taxi électrique. Il y a cette femme qui n'a pas de déplacement, qui doit aller travailler pour gagner sa vie et donner à manger à son enfant, qui veut Oui. juste le dropper à l'école le matin, Oui. et en appelant un taxi qui va aller vite parce qu'il n'y a pas de bus. Tout ça combiné, c'est quelque chose. Ça crée quand même un certain sens d'impact, d'appartenance d'une certaine manière. Je pense, moi, en tant que Burundais, j'ai été ému quand j'ai vu, parce que bon, je Ouais. te suis sur le LinkedIn et tout. Je me suis dit, ah, franchement, maintenant, il y aurait une station électrique à Bujumbura, Alors, une station électrique qui est, bon, la première au Burundi, mais oui, la plus grande de l'Afrique de l'Est. la plus grande en Afrique. En plus, générée par Impressionnant. le solaire. Générée par le solaire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce que dans les autres pays, c'est pas le cas? C'est parce que, en fait, si on regarde au Rwanda, l'Ouganda et tout ça, ils ont leur utility est très développée, donc ils produisent assez d'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent des bornes connectées directement à l'équivalent de la régie des eaux. Il y en a qui ils ont aussi des problèmes de tension. Oui, à la limite, ils mettent juste des batteries. Mais pour faire tout un système de production, 1 kilowattheure, on était les premiers. Jusqu'à maintenant, 1 kilowattheure de production et 250 de stockage. 120 kilowatts crête, pardon, de production. Et puis, 250 kilowattheures de stockage. Donc, du coup, en termes de ça, on était les premiers. Le deuxième, qui nous précédait avant la construction, était en Afrique du Sud. Le plus grand, pardon, qui nous précédait, c'est lui. Il y avait un autre qui a approximé en termes de capacité à Nairobi. Mais à la fin de la construction, donc on a gardé quand même jusqu'à lancement, je sais pas jusqu'aujourd'hui où je regarde pas, mais Oui. sur les frontières entre les trois pays, donc de l'Ouganda, de Tanzanie, voilà, Tanzanie, voilà. Donc il y a quand même, c'est pas une station, c'est en fait parce que ça s'appelle comment? C'est un poste de douane. OK. Donc, ils ont mis 100 kilowatts crête. Mmh. Et je pense qu'ils ont mis 2 bords pour peut-être faciliter les gens Oui. quand ils sortent, parce que c'est quand même un endroit très, très stratégique. Donc, c'est eux qui nous suivent.
Donc, OK. parce qu'ils ont fait 120 au lieu de 120. Ils ont fait 100 kilowatts au lieu de 120 et puis ils ont mis 180 de batterie ou 200 de batterie au lieu de 250. Je crois que c'est eux J'ai juste les dit que oui, 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 deuxièmes les dans deuxièmes. Mais bon, cela dit, on a été les premiers un jour. vraiment qui vont On se espère ne faire. pas en rester, que d'autres vont prendre, vont construire plus grand. Donc, les prochains déploiements, ça sera à, Gitega, c'est ça? Oui, à Gitega et à Ngoti et peut-être dans le nord de la capitale. On n'est pas trop sûr. Enfin, on regarde s'il y a beaucoup Il y a de beaucoup de challenges, marché. de marché surtout. Tout sur un bâtissement et tout ça, parce que c'est l'infrastructure coûte cher. Quoi, on peut espérer cela être déployé? Bah, ouais, je vais pas te donner beaucoup de demander mon challenge. Et on espère quelque chose en début de l'année prochaine. Très bien tenté. Je préfère pas parce que plus tu avances sur des choses. Si Bien certain. j'avais quand même avancé, hein, je m'étais avancé sur la station. Vous savez que ça devait être lancé au mois de juin 2024. La station actuelle là, Oui, parce que son financement a été closé en mars dernier, en mars 2024. Entre les fabrications, le shipping et les installations, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. ça a pris une année. Ça a pris une année. Oui, 3 mois, 4 mois de construction, juste 8 mois de shipping. On est dans un pays enclavé. Donc, pour te dire que si on n'a pas encore commencé, aujourd'hui, une station qui va se commencer à se faire fabriquer aujourd'hui, mais là, quelqu'un qui la ramène, il n'est pas là avant une année. Oui, donc c'est, Donc quand même, c'est un grand défi quand même qu'on a. oui, bon, ça, On mais peut ça, quand même qu'on... mais dans l'énergie, ça, c'est les projets les plus rapides, hein. Solaire, c'est les projets rapides. Les projets hydro, c'est 15 ans. 15 ans pour que ça puisse... Les projets hydro qui sont construits au Burundi, les gens ne comprennent pas. Ils disent, oui, j'entends, mais il y a beaucoup de choses qui se font. C'est énorme, les projets hydro. Faut le vivre pour le comprendre, je pense. Moi, j'ai un ami qui développe un projet hydro au Burundi. Il m'a dit, je dois faire pour moi, parce que ça fait 10 ans qu'il est dedans, il met de l'argent. Il m'a dit, ça c'est pour, il a son fils maintenant qui a commencé. Il a dit, regarde, quand je vais voyager, moi, je vais finir, c'est lui qui va être le boss après. Donc, une fois que le projet hydro est là, c'est pour plusieurs années. C'est 15 ans de développement. 15 ans de développement. Entre 3 ans pour un projet solaire. Donc c'est les projets les plus rapides. Solaire, c'est les plus rapides. Ouais, c'est plus la même une année à 3 ans. Entre le développement, engineering, lancement, déploiement, les plus rapides en solaire, c'est 3 ans. Ok. Sauf qu'au Burundi, pour nous, ce que nous avons, c'est sur 5 ans. Parce que le closing et le décaissement, ça prend beaucoup de temps. Oui. Et closing aussi closer un financement sur un pays un peu risqué. Donc, ça prend aussi du temps et voilà, donc c'est pas autre chose. Ouais. Ok. Là, j'ai dit 3 ans pour des pays rapides. En tout cas, félicitations pour ce grand projet. C'est une grande fierté, moi, en tant que Burundais, et les autres personnes qui vont me regarder. Merci en tout cas d'apporter cette innovation. Il y a un projet qui est solaire, qui se trouve à donc Fumba Town, en Tanzanie. À Zimbabwe. Et de Zanzibar. À Zanzibar, pardon. C'est quoi ce projet-là exactement? En fait, oui, parce que c'est les communications, ça parle de quoi, hein, on va dire. En fait, c'est Fumba Town. Fumba Town, c'est une ville de Zanzibar. En fait, c'est une ville qui est portée par un client, un développeur africain. Ces pays africains, c'est notre client. Donc, sur lequel nous faisons pas mal de choses à Fumba Town. Fumba Town, c'est demain 10 000 logements en développement. Oui. Une ville de 10 000 logements, c'est à côté de la ville où se construit la présidence de Zanzibar, parce que c'est une île, donc à part Zanzibar. Je sais pas si vous avez déjà été. Non, j'ai jamais été. Ah, ok. Et donc, nous avons commencé il y a 4 ans, donc avec mon associé, donc aller voir, expérimenter. Mon associé d'ailleurs a investi là-bas à titre personnel. Et puis après, donc on a eu, donc ce client, c'est un développeur, c'est un Allemand. D'accord. Qui dirige CPX Africa. Il développe des appartements, c'est quoi le projet? Donc, derrière, donc, c'est ce promoteur. Donc, nous mettons d'abord une centrale solaire qui va donc alimenter, qui va aller jusqu'à 10 mégawatts. Donc, c'est en finito pour alimenter l'énergie de ces habitants. D'accord. Donc, c'est 10 000 logements avec donc toute une ville, les écoles et tout ça qui se met dedans. Et puis derrière, donc Fumba Town, donc il y a aussi donc le projet de tout ce qui est digital que nous mettons sur Energy Management Application qui permet de gérer l'énergie intelligemment. Donc c'est des solutions qui sont proposées par notre filiale. Voilà. Et Growth Energy, c'est ça? Non, filiale technique, c'est MFG Technology. MFG Technology. Oui, voilà, avec Growth Energy est présent là-bas, avec un bureau. Nous sommes présents via notre filiale, donc Growth Energy, qui développe donc ces projets, aussi le projet de la mobilité électrique. Donc, on a 3 gros projets. Alors, 4, parce qu'il y a d'abord une sous-station qui est en train d'être installée par Growth Energy, qui va permettre, après la sous-station, on met la centrale solaire, donc de 3 mégawatts pour commencer, mais ça va être extendé sur 10, avec un peu de stockage. D'accord. On développe en parallèle, donc, le Energy Management Application qui permet, en fait, de payer, c'est un système de paiement, suivi de consommation et de paiement de l'énergie. Au lieu que ça passe sur le truc classique du token.
et puis aussi la mobilité électrique. Donc, Fubatown, pour nous, un grand portefeuille. Donc, au niveau donc, de notre groupe, c'est un pays, c'est un client qui aujourd'hui, donc on a les trois activités, donc tout ce qui est CNI Project, construction de centrales solaires pour les industriels, mobilité électrique et la transformation digitale également. Et pourquoi est-ce qu'il vous a choisi comme partenaire exactement? C'est une relation de confiance que nous avons depuis très longtemps avec Sébastien, qui est le promoteur d'origine allemande, Ok. qui vit en Tanzanie avec sa famille allemande également, vit en Tanzanie depuis 20 ans. Ses enfants sont en Allemagne à Londres, mais lui, il est là-bas depuis un très bon moment. Donc, il y a une relation de confiance très poussée avec un de mes associés, donc John Okoro, qui est le directeur général de Block Energy. Donc, on l'a aidé sur pas mal de choses et on travaille sur pas mal de sujets ensemble. Donc, on développe avec tous les défis qu'il y a dans l'entrepreneuriat, donc on est ensemble. Donc, c'est un client, un client. Du coup, actuellement, là, tu as dit que vous avez l'ambition de développer jusqu'à 10 000 logements. Pas moi, le client. Si, là, actuellement, vous en êtes où 2000 sorties déjà. Déjà, Ville, assez quand vite. vous allez, oui, mais non, il y a 2000 qui sont occupés. Et l'ambition, donc, c'est C'est 10 10 000 dans 3 ans. J'espère. Il y a des choses oui, 10 000 dans 3 ans. Et il y aura peut-être 15 parce qu'il y aura des logements sociaux. Ça, c'est pour le haut standing, on va dire, des touristes. Mais il y aura aussi des logements sociaux. Mais ça, c'est le projet du client. Si vous avez l'occasion d'aller à Zanzibar, allez, vous dites, je vous fais connecter avec Fubatown. Vous allez voir. C'est une ville un peu de futuriste, disons. Touristique, oui, futuriste. Non, futuriste. C'est ce que j'avais lu quelque part. Que, en Dis- gros, il y avait en gros, des ambitions un peu futuristes, je pense, ouais. pour, Mais c'est quand même très Swahili, absolument. Donc, ah, c'est un peuple, quand même, d'accord. c'est un peuple tanzanien, quoi. C'est un peuple Swahili, mais futuriste, je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas ça. Touristique, oui. Touristique, oui. Ouais, quand même assez particulier. Parce que je me dis que pour aller investir c'est qu'il y a Non, il y a beaucoup de touristes, mais non, des touristes. Air France, il y a depuis 3 ans, a inauguré une ligne. Air France, maintenant, tu peux faire Paris direct Zanzibar. Même pas Dar es Salaam, donc Non. Zanzibar. Zanzibar, direct. Donc maintenant, il y a beaucoup d'aéroports de Zanzibar. Et depuis que nous avons commencé à s'installer là-bas, il y a 4 ans, quand je regarde maintenant, c'est très grand. Donc on peut faire Paris-Zanzibar direct avec Air France. Je sais qu'à Zanzibar, il y a beaucoup de plages, beaucoup de belles Oui, endroits. c'est ça. Donc il y a beaucoup de Donc, touristique. Même tous ces investissements immobiliers, c'est pour les touristes en général. Maintenant, je comprends pourquoi. Cool. Leur mission sur 5 ans, 10 ans, c'est quoi exactement? Au-delà des... Donc nous sommes dans notre corps d'activité. Donc c'est-à-dire, on produit, on est à mettre l'association et puis on va mettre la centrale solaire. Et puis on a de mettre aussi, on a déjà commencé, on est déjà à 300 appartements qui sont équipés de notre solution digitale, qui est un très grand plus pour la Tanzanie. Ouais. Ok. Franchement, ça, c'est incroyable. Ne parlez pas juste, transition énergétique. Non, on est dedans. Vous êtes dedans. Ouais. Parce que je sais que ça fait trop publicitaire aussi, hein, Oui. de dire de mobilité de transition, ça fait Ouais. trop discours. Comme maintenant, tous les projets, on dit des femmes et des enfants. Bah, bref, il y a des projets qui impactent les femmes et les enfants. C'est Il y a vrai. d'autres qui parlent. Donc, oui, nous, oui, on essaie quand même, on reste quand même on est dans les affaires, on fait la communication aussi, hein. Oui. Mais on fait aussi les actions. Ça, c'est important. Parce que Oui. quand tu combines les deux, je trouve que c'est ça qui est parfait. Et au-delà de ces deux projets, donc des projets au Burundi et des projets à Zanzibar, quelles sont les autres initiatives de contrats importants de ce groupe? On développe, alors, mon discours n'a jamais été de dévoiler les choses à venir à moi de AVN. Parce que quelque chose, un contrat, quand il n'est pas signé et acté, il n'est pas fait. Mais nous sommes en train de développer dans le secteur de la transition énergétique, donc le CNI, la mobilité électrique, ainsi que donc le digital sur les pays dont là nous sommes présents. Donc nous sommes présents sur 4 pays d'Afrique. Aujourd'hui, la destination, c'est vraiment l'Afrique. Nous avons donc le Kenya sur le hub financier, mais puis les projets en Tanzanie, au Burundi et au Nigeria de recherche et développement pour aller à concevoir donc certains outils comme des appareils pour le Canada, peut-être conçus au Canada, mais assemblés en Afrique, là où nous allons être. On va peut-être dépendre moins des fournisseurs et plutôt faire quelque chose qui va créer de l'emploi en assemblant localement ce que nous faisons. Donc, nous allons déployer sur le chantier. C'est encore un projet. Pendant un projet. C'est un projet. Vous le verrez quand le moment viendra. Ça peut être demain comme ça peut être dans 5 ans. Non, il n'y a pas de date fixe à nous donner pour Ça l'instant. fait de la pression de plus. On vous attend. Oui, mais c'est ça. Donc, je donne pas la date pour oui, qu'on stay regarde. tuned, disons. Ah oui, restez connectés. On reste connectés. Parce que si je donne des dates, ça fait de pression de plus. Vous allez me dire, vous avez dit ça la dernière fois et puis voilà. C'est vrai. Et du coup, quels sont vos plus grands défis que vous rencontrez?
lorsque vous, faites du business, Le plus gros défi, c'est de caler un business et puis de le déployer, hein, en réalité, hein, c'est le plus gros défi. Donc tout ce qui va avec, parce qu'on travaille plus tu travailles avec plusieurs pays, plus tu travailles avec, plusieurs pays, plus tu travailles avec, plusieurs challenges. mmh, L'humain est différent. On a des différents, cultures, on a des différents pays, des différents risques pays. Donc tout dépend de quel pays nous sommes et puis après aussi, on a des différentes ambitions de faire du business. Mais aujourd'hui, quand même, en Afrique, je pense que ce n'est plus l'Afrique de demain, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. c'est un film Les de gens, les gens sont vraiment conscients de comment est-ce que nous devons travailler. mmh Parce mh. qu'aujourd'hui, réellement, l'Afrique est en train de se lever et c'est vraiment une grande fierté. Oui, Donc, les gens, ils en veulent, ils veulent savoir comment les choses se font et nous sommes très contents d'être là pour les accompagner. tu as une posture assez calme en tant qu'entrepreneur d'une certaine manière. Quelle est ta routine? Quelle est ta philosophie, disons, de la vie, ta conception personnelle, disons? Ah, moi, j'ai une relation très, très particulière avec la foi. OK. Ouais. Donc, je suis en homme de foi. Je sais que quand je le dis, peu de gens qui me connaissent maintenant le savent, mais la plupart sont surpris. Et quand ils voient, parce que je ne dégage pas de quelqu'un qui est peut-être, c'est pas religieux, je suis pas religieux déjà, je vais pas dans les églises, mais quelqu'un qui met Dieu devant. Donc, je mets beaucoup, quand je vois une opportunité, Heu, je le me dis par, en me disant: «Voilà, il y a quelque chose qui va se faire» et je sais que ça va pas être facile, Mmh. mais j'espère toujours. Donc, j'ai cette foi qu'on va dire qui va dépasser les montagnes, qui fait Ouais, que même si ça marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. ouais. Donc, ce qui fait que je sois posé, c'est pas parce que tout tourne bien, pas du tout. C'est très loin de que tout soit rose, tout soit aimant. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai appris que c'est en étant très excité, c'est pas là où on résout les problèmes. Donc, on a besoin d'être Mmh. posé, réfléchir et puis faire des choix. Et surtout, sur moi qui suis chrétien, prier pour que les décisions que nous prenons soient des bonnes décisions. Parce que les conséquences d'aujourd'hui, c'est ce que nous faisons, les actes, les conséquences des actes d'hier, on les vit Ouais, aujourd'hui. oui, aujourd'hui. Voilà, donc du coup, et ça s'enchaîne. Donc pour revenir à ta question, ma routine, je n'ai pas de routine déjà parce que je suis décalé, je suis un homme Ouais. décalé. Pourquoi je suis décalé? J'ai des équipes au Canada, donc ils sont sur ma 2 heures. 2 heures, c'est pas petit, hein. C'est pas qu'il y a des cas, Mmh. on se réveille aujourd'hui, il est déjà 2 heures de devant. Donc, c'est-à-dire que c'est 10 heures d'ici, à Paris, on prend un café, on commence à travailler. Il est déjà midi à Nairobi. Il est peut-être dépendamment 13 heures, donc à Bujumbura, Zanzibar et telle heure. Ils sont en train de se réveiller au Kenya, donc plutôt à Montréal. En gros, et de faire des choses en fonction du pays là où je suis. Mmh. Alors, tu vas être, je le dis toujours, moi, je suis pas partie de ces gens qui disent qu'ils se réveillent à 5 heures du matin. Moi, je dis 5 heures du matin, mais moi, quand je vais à Montréal pour 4 jours, je dis 5 heures du matin par rapport à quel pays? Parce que déjà, j'ai un décalage, donc, dans ma Ouais, tête. Voilà. Mais je suis, non, non. J'ai une routine, très, très simple. Donc, du matin, où j'ai quand même une partie de développement spirituel qui est assez important pour moi. Et puis après, je commence cette journée en me disant que j'espère qu'elle sera trop bonne et sera mieux, au moins pressant, au moins. mais stressant peut-être. Alors le stress, c'est relatif. Il y a toujours le stress tous les jours, mais pour Mmh. moi, ça fait partie, du deal et puis pour moi, c'est des ondes négatives. Le stress aussi, il faut dire, quand tu as plus de foi, tu as moins de stress, je pense. Mmh. À la fin de la journée, on pense Ça qu'on marche. change les choses. En fait, c'est pas nous. On est aidé pour pouvoir arriver à des choses. Il faut Exactement. juste le vivre réellement. Il faut Je savoir que, je suis d'accord. voilà, on est ce que l'on est parce qu'il y a le Parlement. Ah oui. Et en tant que père de famille, comment gères-tu l'équilibre entre vie perso et vie La question que, en fait, hein, c'est cette question que tout le monde me pose parce que mmh. comme je suis tout le temps en train de voyager, Ouais. ben, écoute, j'ai peut-être la chance d'avoir la famille qui comprend. Mais ça reste aussi des humains. Ça Mmh. reste aussi des êtres humains. Donc c'est-à-dire, c'est, des personnes qui m'accompagnent quand même, mais que, la présence reste quand même quelque chose qui est un manque parce que moi aussi, je le sens, hein. C'est pas parce que je suis toujours à l'étranger, hein. J'ai quand même une fille qui est petite, donc j'ai un enfant de 7 ans. Lui, qu'on est très fusionnel, on est très attachés. Donc du coup, mes déplacements impactent souvent. Avant, quand elle était petite, avant d'aller au CP, elle voyageait beaucoup avec moi. Donc je m'en foutais, je la ramenais et puis, elle était toujours à l'école, en retard avec le maternel, mais elle rattrapait parce qu'elle apprenait, mais non, non, je peux pas, je veux pas Ouais, la déstabilisant. déplacer, la stabiliser dans ce Ouais. dans ce sens-là. Mais oui, donc c'est pas évident et on espère que toujours demain ça sera mieux. Donc comme je dis toujours, mais Effectivement. c'est tout ce que je peux dire parce qu'on aimerait bien quand même parce que quand il y a beaucoup de mouvements, de déplacements, de pression,
Moi, je peux être ici à Paris et ben, j'ai dit à ma femme, c'est quoi dans 3 jours? Il est arrivé même par le passé où je l'appelais. On s'était quittés, j'ai dit: «Écoute, je dois être à Nairobi, demain matin, donc je suis dans l'avion demain le soir». Donc c'est arrivé plusieurs fois. C'est pas des choses qui sont maintenant avec les équipes qui grandissent un peu, j'arrive à planifier, Ouais. mais c'est des planifications plutôt, très court-termistes et qui sont, appelées à être changées à tout temps. Assez dynamique et tout, C'est dynamique, donc c'est quand c'est dynamique, je ne prends plus de responsabilités sociales, par exemple. Je fais plus de social, c'est-à-dire que je me fais représenter tout le temps par ma femme. Je peux dire que je vais être là au mariage, mais ce mariage, je suis pas là. Je peux dire qu'on va aller voir un ami qui a eu un enfant et puis l'enfant va avoir 9 mois, on n'est même pas encore parti parce qu'on m'attend. Donc, pour qu'on parte ensemble. Des fois, donc, je dis, ma femme va y aller avec ma fille et puis je le verrai. C'est comme ça parce que il y a toute chose, de temps dans la vie, chaque chose a un temps, je me dis. et tu as fondé le club Burundi Business, Club France, le BCF. Pourquoi tu crées ce club? Alors, ces clubs d'affaires, c'est ce qu'on appelle des clubs d'influence. Alors, l'influence, il faut le voir de bon côté. Il faut ne pas voir le mot influence, influence. En fait, moi, je voulais influencer la communauté burundaise. Dire à l'époque, donc, je suis convaincu parce que quand je regarde en France, je reste convaincu parce que les Burundais qui viennent ici, qui sont ici, tellement différents des Burundais qui vont dans d'autres pays. Je ne cite plus les pays parce qu'ils vont me dire que je déconsidère parce que ici, ils viennent à, à cause ou grâce, je ne sais pas, à la vie en France et aussi on est dans un pays méritocrate en France. C'est-à-dire que si tu viens pas, tu fais pas tes études jusqu'au master, bah écoute, il y a ce titre, je pense que toi qui es jeune cadre, tu le sais, moi, on a essayé de ressent. Aussi quand on est cadre, ici c'est tout de suite un master, tu as un niveau de cadre, tu as un salaire qui va avec, tu as une prétention qui va avec. Et si t'as pas fait ça, tu peux toujours avoir de l'argent en faisant des jobs, mais la société française telle que elle est vraiment très c'est pas comme les Américains, très méritocrate. C'était méritocratique, oui. Donc, ce qui a fait que les Bondés ont compris. Donc, ils viennent, ils font des études, donc, la reine, la compagnie. Et ce que j'ai vu, moi, je dis, mais attends, c'est quand même pas normal. Quand je regarde, j'ai fait le tour, j'ai essayé de voir. Alors, dans la communauté burundaise, quel est le sorte de personnes qui sont un peu, on va dire, aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, les Maliens, les gens de l'Afrique de l'Ouest, même certains pays, par exemple, les Kenyans au niveau de Londres, des pays anglo-saxons, eux, quand ils vont travailler, ils sont très ambitieux. Ils arrivent dans des postes de direction. Quand je dis, c'est très normal de trouver, comme par exemple une DAF d'un grand groupe, vice-présidente qui est ghanéen comme on appelle dans 440, etc. Ça, pour nous, les gens qui font des affaires, c'est très important parce que eux, ils nous disent qui est le marché de demain. En fait, quand j'ai fait le tour, j'ai trouvé qu'en fait, les Burundais, on se contentait de. Quand on est juste On a un master déjà. oui. CDI, mais alors on va jusqu'au des postes de chef de projet, et cetera. Et puis c'est bon, on veut pas parce que c'est vrai que être directeur, avoir des directeurs dans des grands groupes, Oui. ça demande plus que les études, ça demande une certaine façon d'être, de faire, et cetera. Et ça demande aussi des connexions, d'être connecté aux bonnes personnes. Et j'ai regardé donc les personnes que les Burundais enviaient, c'était les médecins. Sans pour autant C'est vrai. dire, mais ouais, moi j'ai beaucoup de gens de ma famille qui sont des docteurs et qui sont très bien, ils ont une très belle vie, ils sont financièrement correctes, mais en fait, c'est des personnes, pour moi, je les appelle des techniciens, des personnes, en fait, qui sont très bons dans ce qu'ils font. En dehors de ce qu'ils font, on ne comprenne pas. Tout le monde ne peut pas faire la médecine parce que la médecine ici, ça fait quoi? C'est Ouais. 15 ans d'études. Un cadre d'études. C'est beaucoup d'années d'études. Donc, on n'a pas tout ce courage, ni tous ces moyens. Et je dis, les gens, des Burundais là, qui ont fait jusqu'au master, pourquoi ils arrivent jusque-là? Donc, j'ai fait le club, en réalité, pour pouvoir connecter d'abord les Burundais avec un objectif de, faire un rêve de dire, bah, écoute, jeunes, ils peuvent te dire, bah, nous aussi, on peut arriver jusque-là et faire mieux. Parce que je suis convaincu que bientôt, il y aura des Burundais qui ont des boîtes à Paris, j'espère. Donc, de d'autres générations ou ailleurs et qui impactent, qui font de bonnes choses. Il y a aussi connecter les différents directeurs. C'est-à-dire des personnes qui sont, pardon, pas des directeurs, des personnes qui ont un niveau, par exemple, 7 ans d'expérience dans des grands groupes, Oui. les faire changer des grands groupes, les rentrer, de faire entrer dans des grands groupes et puis prendre surtout, je me dis, on a quand même des gens qui siègent dans des COMEX, dans des boards des grands groupes. Au Burundi, des Oui. Burundais, il y en a pas maintenant beaucoup. Même siéger dans des CODI, il y a des conseils de direction parce qu'ils sont les directeurs. Donc voilà. Ceci dit, mais
on a besoin de cette influence-là. Donc, du coup, j'ai fait ça pour pouvoir émerger et aider les Burundais à pouvoir aller. Ce n'est pas pour faire du business seulement. Si on arrive à faire il y a des indépendants ou des, qui font d'autres affaires, on travaille ensemble, ça c'est bien. Mais aussi, c'est pour émerger. C'est un club qui permet d'émerger les Burundais pour les faire passer à un autre niveau. Aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir fait les études, mais aussi, bon, écoute, qu'il faut pas aller à la retraite des directeurs, parce que soit tu fais un choix, tu vas entreprendre comme moi, tu vas aller dans la rue, moi je dis, tu prends les risques comme moi, voilà. Mais c'est bien que j'aurais vu que mon frère ou ma sœur qui y a fait le choix de salariat, il arrive à sa retraite en ayant quand même siégé dans un board d'un grand groupe. C'est pas tout le monde, mais quand même avoir un certain pourcentage. Qu'avec ça, on va développer l'Afrique. Parce que c'est un réseau des gens qui vont. Parce que quand tu es dans un board de Total, par exemple, si tu es dans le board de telle entreprise, voilà, tu connais les directions, tu connais les idées, qu'est-ce qui va changer demain. Et comme ça, tu te vas emborder les gens, tu vas dire, ah, tel entrepreneur, telle société, peut-être qu'il y a ça qu'on est en train d'aller. Moi, la mobilité électrique, c'est pas ce que j'ai changé avec les gens. C'est pas parce que il y a au Burundi et tout ça, j'ai vu ailleurs, j'ai vu qu'est-ce qui se faisait, j'ai comparé. C'est parce que je voyageais beaucoup. J'ai dit, ah, tiens, il y a ça qui peut se faire. Donc, le Burundian Business Club France, c'est ça, c'est de connecter. Donc, on travaille beaucoup avec d'autres clubs comme Friend of Nigeria qui sont encore très loin, le Kenya France Business Club pour les Kenyans. On travaille avec aussi les France comme la Chambre de commerce française. Voilà, donc on a aussi donc le patronat français. Donc voilà, donc des choses comme ça qui fait que des fois on fait des événements. C'est pas souvent des grands événements, non. C'est des petits événements de 10, 20 personnes, etc. Où on essaie de résoudre un problème et trouver une opportunité, pourquoi pas. Et ça a marché jusque-là. Ça fait 5 ans que nous avons commencé ça. Il y a eu des opportunités qu'ils ont eu. Mais Bon, c'est ça que vous avez déjà eu. oh non, bah, il y a eu beaucoup de, ils vont se reconnaître les Burundais qui ont eu quand même des petites missions, enfin des missions intéressantes sur l'Afrique. Et puis après aussi, on a quand même motivé des gens, à se dire, bah, je me rappelle même dès la première année, quelqu'un qui a postulé dit, ah, pour moi aussi je peux le faire. Il a postulé, il a eu un poste plus grand parce qu'il y a eu ce strict de confiance à ce qui se fait. Et puis après, maintenant, on travaille beaucoup avec les pays dans lesquels nous sommes, comme le Kenya. On fait des événements avec ces promoteurs immobiliers pour dire, voilà, vous pouvez aussi investir en immobilier, vous pouvez investir, voilà. On dit bientôt, on va en faire on est en train de voir quelque chose, il y a quelque chose que les Burundais ne connaissent pas beaucoup, ce qu'on appelle la bourse, par exemple. On regarde, par exemple, on vient d'ouvrir une bourse au Burundi. Bah, il y en a des bourses, des petites bourses, des bourses aussi dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est. L'idée, c'est aussi de dire, bah, à défaut, vous pouvez aussi sécuriser en achetant des bonds, par exemple, en investissant, on va lancer un bond, par exemple, de mobilité électrique. Vous pouvez mettre de votre argent et puis après, derrière, vous contribuez dans ça. Vous voyez? Donc, c'est des choses comme ça. Ah, c'est incroyable. Trop incroyable, je sais pas, mais Non, c'est incroyable parce que c'est des projets que, du moins, c'est des idées que, normalement, c'est appliqué dans l'Occident et que vous voulez amener en Afrique et c'est au Burundi, Ouais, un petit pays. Et c'est quoi le message que tu adresserais à la diaspora burundaise? la diaspora burundaise et africaine, bah, Oui, écoutez, je pense que l'Afrique, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui, en c'est fait. pour moi, genre. It's today. Comment? C'est maintenant. À ce point, on a toujours dit c'est demain. Moi, je grandis, on me disait l'Afrique, c'est la frontière de demain. Demain, c'est jusqu'à quand demain? C'est maintenant, les choses se font maintenant. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, hein, Exactement. qui se font. Moi, quand je vais en Afrique, je vois dans des avions, les places à faire, elle est remplie par les Africains, hein. Les Européens, et tout. qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Alors, ils nous laissent ici. En tout cas, si on sort en classe à faire, c'est pas pour le tourisme. Parce que c'est que les Européens, c'est eux qui bénéficient réellement des opportunités. Jusqu'à maintenant, oui, mais Jusqu'à il y a les maintenant. Africains qui commencent, on a quand même un beau réseau d'Africains qui commencent à se réveiller. Puis après, hein, ça va prendre du temps, hein. Nous, on se réveille, mais aujourd'hui, on n'est pas grand chose, ça va. Mais je dis, aujourd'hui, demain, pour pouvoir se construire, on n'en est pas aujourd'hui, on construit un truc aujourd'hui. Ce qu'on nous sommes en train de faire maintenant, c'est dans 10 ans que ça va se ressentir. Donc, c'est-à-dire que si on n'est pas en action aujourd'hui, demain, il y aura rien. Donc, c'est l'action, c'est aujourd'hui, c'est pas pour demain. Donc, tu conseillerais à la diaspora de prendre leur plan sur 5 ans, sur 10 ans, de le ramener là, maintenant. Non, en fait, il faut essayer de voir l'Afrique aujourd'hui. Il faut faire une nuance. Moi, je ne fais plus la promotion de dire aux gens partez en Afrique parce qu'il y a beaucoup de challenges. Il faut avoir un cœur qui est quand même, les choses ne sont pas aussi rangées que ça. Ben, c'est pour avoir un cœur pour ça. Il faut avoir un cœur et des ambitions et puis tenter aussi parce que tu peux aller tenter, mais pas ça te convient pas, tu reviens. Tu reviens. Pour moi, je dis, écoutez votre cœur et c'est pas, si vous avez quelque chose, si vous vous dites, je vais faire quelque chose, c'est pas pour demain. C'est dès que l'opportunité se présente, c'est maintenant. Il faut le faire et on construit
aussi pour demain. On n'est pas sûr que c'est nous qui vont être demain à la tête de l'Afrique, mais peut-être nos petits frères. C'est peut-être toi. Bon, moi, je vais peut-être arriver à un moment donné, je dis, je m'arrête par là, ou je m'effondre, je ne sais pas quelles Ouais. arrières réserve. Et peut-être demain, on aura nous inspiré quelque part pendant le temps qui vont, et par nos échecs que nous avons fait, accumuler, les autres, les petits frères comme vous et tout, vous allez partir de ce. Nous sommes partis aussi des échecs de nos grands frères. Oui. Donc, on a essayé d'éviter ça. Donc, vous avez essayé d'éviter les erreurs qu'on a fait et faire mieux. Ça, c'est un très beau message en tout cas. Et toi qui as déjà quand même entrepris des projets en Afrique, c'est quoi quelle est la clé principale pour réussir dans le digital peut-être, ou bien dans d'autres projets non digitaux, le business en Afrique? C'est quoi la clé principale pour réussir? Alors, la clé, comme je te parlais du digital, Mmh. pour moi, je pense, déjà, je parle de l'adolescent, mais c'est juste par petite observation. Mmh. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Ça change énormément. Je le dis à mes équipes, les équipes au Canada, je dis c'est pas prêt pour le déluge. Donc, Mmh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Afrique, on peut aller au Burundi, petit pays d'Afrique de l'Est, du Sud, avec Mmh. ces pays anglo-saxons, et que ça fonctionne très bien. Je vais développer une application. Personne n'a va me coûter en TGM, si je suis même très généreux, est-ce que je suis très généreux de combien? De $150 par jour. Ici, ils viennent te dire, oh non, la qualité, oh nanana. Mmh. C'est quoi? $1000 par jour. TGM, comment on a touché? Taux journalier, Voilà, TGM, taux journalier moyen. Que tu sois à Paris, que tu sois au Burundi, si tu as la chance d'avoir ce qu'on appelle la connexion. Au Burundi, maintenant, il y a Starlink, donc il va faire les choses rapidement, comme dans la plupart des autres pays qui ont réussi Internet. On a compris. Vous utilisez Claude IA, vous utilisez TeamSpeak. Donc, l'IA là, que vous utilisez avec la même carte bancaire, celui qui est au Burundi l'utilise aussi. Donc, c'est-à-dire que les prestations changent. On a quand même l'avantage, quelqu'un qui a été formé à un Occident, il sait bien faire les process, mais ils sont en train de le faire. il y a aussi C'est-à-dire la crédibilité qu'aujourd'hui, derrière, il y a aussi la crédibilité. donne-moi la crédibilité d'avoir un consultant européen aujourd'hui. Ben, la crédibilité déjà de l'école qu'il a fréquentée, les différentes expériences qu'il a eues, je sais pas, au Burundi, Alors, je vais te dire une chose. Prends le Burundi, on prend la plupart de l'Afrique, je parle d'un Nairobi tout de Oui. suite. Un expérience très concret. Aujourd'hui, j'ai des salariés à Paris et des salariés à Nairobi. Alors, je veux dire, qu'un qui est en France coûte 3 000 € par mois minimum, on va dire, il n'est pas le plus gros payé. Vous allez dire, c'est un cadre moyen. Il coûte à l'entreprise rapidement combien? 6 000 6 000 €. €, c'est fois 2. C'est fois 2. En dollars, ça coûte 7 000 $. Même poste me coûte, donc je rémunère donc en Afrique, il me coûte, on va dire, à tout casser 2 000 $. Donc, qu'il reçoit dans sa poche et il me coûterait avec les charges 2 500 $. Donc, on passe de 2 500 $ à 7 000 $. Je n'ai pas encore fini. Personne qui payait 2 000 $ à Nairobi, parce que moi, on a des personnes qui sont payées à 500 €, à 500 $, à 1 000 $ et qui sont très bien. Et on va dire, là, j'ai pris de masse. Cette personne-là, non seulement il a étudié dans une très bonne université du Kenya, le Saxon, il est bilingue, sometimes, donc il peut parler français et anglais, mais avec ces 2 000 $, il va se permettre de louer un appartement à 500 $ ou de payer un prix immobilier de 500 $, de 3 chambres avec un immeuble avec piscine en bas. Là, je veux te dire, c'est pas n'importe. Donc, il est dans un compound, qu'on appelle des compounds, Oui. avec salle de sport, piscine partagée, un appartement de 2 chambres all-in suite, par exemple, 2-3 chambres all-in suite. Cette personne avec ce revenu-là, il a ce qu'on appelle un ami qui va lui payer. Donc, je parle de Nairobi, un aide ménagère qui travaille du lundi à vendredi. Là-bas, au Kenya, la plupart des week-ends, ils sont pas là, surtout les dimanches, ils partent donc travailler, qui lui coûte 150 $. Cette personne-là, moi, j'ai des personnes de mes métiers, parce que j'avais un poste de procurement que j'ai mis à Nairobi et je commence à mettre pas mal. Donc, la personne, moi, je suis décalé. Je suis à Montréal. Donc, j'appelle. Quelle heure en France? Il est 19 h. Possible de voir une personne parce que elle est dans les métros, la personne, il est en train de faire malheureusement, les personnes qui me coûtent 7 000 $. Donc, il est en train de prendre le métro à 19 h, arrive derrière, récupérer un enfant, faire ABCD, d'accord? Et puis, quand il arrive, il va me rappeler, comme c'est un cadre, il va m'appeler 21 h, j'entends dans les casques, il est en train de faire la vaisselle, etc. La personne que je paye, qui me coûte 2 000 $, je l'appelle, il prend le truc, il est très posé sereinement, parce qu'il a fait ses enfants, ses enfants, ils ont été, comment on appelle, nanou, qu'il a entraîné, etc. Et il est posé et il peut travailler sur des heures. C'est pas pour dire on exploite les heures, etc. Mais c'est la flexibilité de travail. J'ai parlé. Unfair advantage. Exactement. Là, on va parler des outils qu'ils utilisent. Ils ont le même côté Internet, le même langage, les mêmes outils qu'on va faire. Et allez vous demander, aujourd'hui, les IA qu'on a, par exemple, l'IA comme ChatGPT, parce que pour qu'ils puissent avoir la banque de données, c'est qu'on appelle de machine learning. Pour qu'ils arrivent à arriver là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont allé prendre les gens donc, au Kenya, ils ont mis les données comme Google, tous les bons startups qui ont des trucs, pourquoi Google est là-bas. Donc, je te répétais, pourquoi tous les trucs que tu trouves là-bas? Mm. Et tu vas voir, quand on me dit la qualité, ça se négocie, hein, ça se discute. Hein, parce que la qualité de l'école qui t'a formé, ben, excusez-moi, si tu as été formé à l'Université publique de Lille, ni même tu as fait un business school, je ne sais pas de quoi. Moi, j'étais quelqu'un qui a été formé à un business school de Nairobi. Je préfère celui de Nairobi, hein, parce qu'en fait, Nairobi sont formés pour les affaires. D'accord, vous voyez. Donc là, attention, quand je dis ça, l'Occident, c'est pas pour dire, mais attention. C'est juste le nom, mais la compétence varie à niveau. Non, mais en fait, c'est que... Ouais. Et toi, si je te demande te donne une prestation, tu ne me demandes pas 1 000 € pour faire prestige. Parce qu'en fait, toi, tu me demandes 1 000 €, mais réellement, combien reste chez toi dans ta poche? Avec les taxes et tout, c'est presque la moitié. Bon, c'est même moi, c'est toi, tu restes avec 400. En fait, en réalité, c'est quoi? Tu vas prendre donc donc les charges, donc qui vont prendre donc, Ouais. donc, 30% de trucs, hein, donc des charges, donc les impôts jusqu'à 30-40. Oui. Et puis derrière, tout ce que tu vas consommer, tu vas payer la TVA qui coûte 18%. En réalité, ton pouvoir d'achat, il est même 30% de ce que tu vas gagner. Donc, en réalité, tu es obligé de payer ça parce qu'on est dans un pays comme, c'est un beau pays, la France, mais Ça. qui est trop chargé socialement. Donc, du coup, tu es obligé de me facturer comme ça. Moi, en général, quand je trouve les gens, je dis, écoute, t'as été papier, tu viens. Si tu le veux bien, tu viens facturer le brut. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je veux garder le même salaire brut. Mm. Honnête, par exemple, je suis à 3 000 balles, 4 000, installez-moi à Nairobi, vous me donnez ça. Et en fait, en termes de coût, ça coûte moins cher. Alors Ça que, coûte moins cher. mais à la base, il est très riche. Plus riche en tout cas que les gens qui sont ici. Et quand on parle aussi, je dis, tu vas aller, je sais que les gens qui vont dire, oui, quand même en France, on cotise pour la retraite. Mm. Là-bas, la personne qui est à Nairobi achète des appartements tous les ans. Et il y a un effet loué ou bien les sur Il construit sa propre retraite, et puis derrière, en retraite, tu vas payer la moitié. Tu payes et 800 en fait, ça va 1000 €. changer. Aujourd'hui, une personne paye pour 4 personnes. Ouais. C'est notre réalité. C'est notre réalité. Oui, oui. Mais quand même, quand tu es ici, que tu prestes pour la France, le problème d'ici, ce n'est pas parce que c'est cher, non. Mm. C'est que, en fait, aujourd'hui, tous les services sont en offshore. C'est-à-dire, on est basé ici, mais la production n'est plus en France. Si on produisait en France, Oui. ça changerait la donne. Mm. On produit en France, on paye au prix de production de la France et on vend en France. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mm. C'est qu'un problème, aujourd'hui, on est plus un pays de service. On a désindustrialisé la France. On est décentralisé et puis les revenus sont sur les services. Et en fait, quand tu vas faire une prestation, même une grosse boîte, moi je vois des boîtes en construction, ils ont plus de marché, en fait. Très Mm. difficile s'ils n'ont pas des marchés financés par Banque mondiale et tout ça. Tu vas faire un appel d'offres, réponds et tu as quelqu'un en face, un Chinois ou quelqu'un qui est... C'est mort parce que les coûts salariés que toi, un ingénieur que tu vas mettre te coûte 4 fois plus cher qu'un ingénieur que va être déployé par un Chinois ou bien Ou un Indien. ou un Indien ou un autre compagnie africaine, pourquoi pas. Ouais. Mais je pense qu'avec l'IA, quand même, je pense que ça va changer. Ça va changer maintenant parce que là, j'ai vu même le président Macron, il a dit, maintenant, il encourage la réindustrialisation de l'Europe parce qu'ils se Et font, le président de la République française, c'est notre Ouais. président, il doit vendre la France. Mais aujourd'hui, avec l'IA, on est en compétition, mon ami. Pose-toi la question, pourquoi toutes les boîtes aujourd'hui, ils ont viré il y a beaucoup de gens, grands Capgemini, ils ont des plans de 14, en gros, Ouais. ouais, ça, c'est vrai, ça, je l'ai vu. Et il y a d'autres qui vont l'être. Et, quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise? La plus grande leçon, oh là là, je pense que c'est l'humilité. Oui, je pense que je n'étais pas quelqu'un de très humble. Je sais pas si je suis toujours, mais j'essaie. L'humilité, c'est préser de la gloire, comme on le dit. Et en fait, en général, je pense qu'il m'a failli sortir de la France un peu pour voir ce qui se passe ailleurs. Mm. Et quand on regarde qu'on se plaint pour rien en France, on a tout, on a la sécurité sociale, on a le salaire, on a le chômage, on a là. Tu vas en Afrique et que tu vois qu'en fait, ils ont pas grand-chose, mais ils sont contents. Au-delà de ça, les gens qu'on va parler, parce que ce que je viens de dire, tout le monde le dit, mais tu regardes des gens qui ont des moyens, en fait, eux, ils ont tout qui leur appartiennent à 45 ans. En France, tu peux se dire, tu te plains tous les jours, tu as eu tout très tôt, mais en fait, rien ne t'appartiendra jusqu'à tes 60 ans, parce que même ta maison, tu vas finir par la payer à 45 ans. Même ta voiture, elle est en leasing. Qu'est-ce que moi je te dis? Écoute, tu as contribué pour le pays, oui, pour les charges et tout ça. Donc, l'humilité, pour moi, c'est la clé de la réussite. C'est ce que j'apprécie les gens qui sont très humbles. Je choisis beaucoup, beaucoup. Et est-ce que tu as un regret? Jusqu'à maintenant, Mm. franchement, je ne dis pas que je peux pas. La seule chose que j'espère, comme je disais la foi, euh, qui va me pousser à regretter, c'est le temps que je passe avec mes proches, c'est-à-dire avec ma famille, donc ma femme, mes enfants, ma fille, l'autre que j'ai plus le temps d'appeler, alors que je les aime beaucoup.
mes parents. Ça, c'est quelque chose qui sera difficilement, peut-être, rattrapable. Ouais. Mais je pense que j'espère, j'ai la foi que demain, c'est un autre jour, qu'on va être assez bien staffé, ça pourrait aller pour que je puisse avoir l'autonomie. Donc dans l'entrepreneuriat, je pense que tout entrepreneur aujourd'hui, bah, que ce soit moi ou les autres, des choses qui le seul regret, c'est pas les échecs, c'est pas le truc, c'est Mmh. le temps. C'est le De temps, regretter. en gros. Non, ça revient pas. Ça revient pas. Mais moi, je le sens, mais non, moi, je fais des trop la fête. Avant, je vois comment je me dépensais, mais non, franchement, je suis fatigué rapidement, donc oui, c'est ça. Et que dirais-tu à toi, à 25 ans? À toi, qui avait 25 ans? Qu'est-ce que je dirais à ma Attends, toi de 25. je dirais, il y a des jeunes que je mentor et en fait, je vois qu'ils sont des affaires à 25 ans et je dis: «Il faut commencer très tôt». Pour moi, je pense qu'à 25 ans, je n'avais pas la vision que j'avais aujourd'hui, c'est très normal, mais je vivais. Mais je regrette pas. J'ai bien vécu. J'ai construit un réseau, j'ai voyagé pendant mes études, j'ai travaillé j'ai appris plusieurs cultures d'entreprise. Et c'est peut-être ça qui a construit qui est la personne que je suis aujourd'hui. Donc j'ai pas de leçons à donner par C'est pas rapport à de ça. ça. Je pense que ta vie, elle est réussie. Parce que ça dépend de quel angle tu le vois. La vie, elle est réfléchie quand tu arrives à avoir la paix, à se Mmh. dire: «Ah, je pense, je peux dormir et me réveiller quand je veux». Pas dire que tu dois vivre dans des villas qui coûtent des millions ou des choses. Ah, il faut juste, avoir est-ce que c'est ça, en fait, qui Mmh. pour moi, selon moi, parce que le reste, ça dépend de quel œil le voit. Il faut aussi quand même dire que les finances sont très importants parce que la plupart des problèmes, c'est relié aux finances. Donc, en gros, l'entrepreneur, comme je dis, il réussit parce qu'il a pris le risque en réalité sur les finances et il échoue parce qu'il a aussi pris les risques sur les finances. Ça va. Donc, tout est relié. Donc, généralement, ça tourne autour de Une vie réussie, c'est une vie, pour moi, posée et avec le temps moins risqué, je dirais, sécurisé. Mais Mmh. sécurité, ça peut pas dire avoir, 1 000 000 sur le compte qui est bloqué pour, Mmh. ta fille, de demain. Non, je pense que c'est une sécurité tu peux avoir très peu de choses et être en sécurité. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'Evra? Juste un seul point commun, ils ont changé la vie des gens, c'est tout. Je vais Mmh. pas dire, je sais pas si je vais être le premier millionnaire, je sais pas quoi, non, ça c'est si je le suis parce que moi je me dis que je suis dans une mission, ce que je fais. Je Mmh. suis en mission, la mission qui m'a été confiée par l'au-delà et donc du coup, c'est bien ma mission et que si, j'espère que ma mission sera d'impacter la vie des gens donc, que ce soit dans ce que je touche, à tout ce que j'entoure, si j'arrive d'impacter d'une façon ou d'une autre la vie d'autres personnes, pour moi c'est la réussite. Même le business club est conclu. Merci énormément pour cette conversation authentique, concrète et inspirante. Donc ça, c'était du lourd. Ah ouais, oh bah, écoute, merci à toi d'être venu et ben, je me réjouis qu'on a pu quand même voir, cette session d'échange après tant de temps de tentatives. C'est vrai. Oui, mais on finit par y arriver. On Il faut toujours avoir la foi. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Pour avoir un foi en tout. Ouais, merci. En tout cas, les gars, en tout cas, likez, commentez, votre plus gros takeaway de notre podcast, partagez dans la diaspora et bien sûr, Ouais, abonnez-vous. oui, Ah, c'est ça. Abonnez-vous avec oui, 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 mais écoutez, ah oui, juste un dernier mot, hein, pour le talk, Le talk, le talk. Oui, oui, oui. ouais. Parce que je me rappelle quand tu m'as contacté, Oui, j'avais voulu, j'ai regardé, j'ai dit attendez, parce que j'ai tellement de gens qui me contactent, mais oui, il y a un niveau, je dis OK, il faut que ça fasse de l'impact, comme oui, je dis. oui, J'ai dit écoute, t'as pas encore les followers que j'adore pour les interviews que je donne, oui. mais tu me demandais, je vais te soutenir quand même. Et t'es Voilà. un jeune ambitieux. Merci. Donc, du coup, soutenez-le, hein, pour que ça puisse aller jusqu'au-delà. Peut-être que ce sera la plateforme de demain pour changer la vie des gens. Merci en tout cas. Et pour ceux qui vont nous écouter, un dernier qui sont en train d'entreprendre ou bien qui ont des projets ambitieux un peu comme moi ou comme toi. Mais écoute, Bien. c'est juste que il faut croire en soi. Croyez en vous déjà, parce que la solution, la réussite, c'est vous-même. L'autre personne que vous dites, c'est vous-même. Oui. Et puis après, derrière, ayez la foi, surtout. Pensez, faites ce que vous devez faire, et puis croyez en vous et croyez en delà de ce que. En fait, la vraie réussite, on l'a parce que on est dans le bon chemin qui nous a été prédestiné. Oui. Et puis après, derrière, c'est le bon Dieu qui font les gens, hein. Ça, C'est le bon Dieu qui fait les gens. Donc on est ce que l'on est toujours par le bon vouloir du bon Dieu. Donc et la foi et puis la confiance en Dieu, c'est tout. merci beaucoup, Eva. En tout cas, C'est un grand merci, plaisir. merci, Un grand merci, plaisir. merci à toi.